Merci à tous déjà pour votre présence aujourd'hui. Donc petit rappel sur les accompagnements qui sont proposés par le grade. Donc vous voyez, il y a pas mal d'accompagnements euh, comme d'habitude, hein, formation, ce qu'on peut vous proposer au sein des journées régionales, la partie appui à la gestion des incidents, la veille techno, les webinaires, donc on est en plein dedans aujourd'hui. Notre base documentaire qui est en pleine refonte et d'ailleurs on vous fera passer la- les, le support de ce webinaire via la base documentaire. Donc on vous fera partir ça rapidement et puis on vous proposera de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc notre nouvelle base documentaire régionale s'appuie sur la solution Resana qui est une solution proposée par la DINUM. Partie exercice de crise, outils de sensibilisation, je pense que c'est des choses que vous connaissez un petit peu. En tout cas, si vous avez des besoins sur ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse qui est en bas de l'écran et avec laquelle je vous enverrai les infos suite à ce webinaire. Donc aujourd'hui, on est sur une thématique euh, qui est la protection des noms de domaine de messagerie. Donc en introduction, pourquoi protéger le nom de domaine de sa messagerie contre les usurpations? Première chose, pour protéger ses collaborateurs. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'éviter qu'un attaquant puisse usurper, par exemple, l'adresse du président de CME pour envoyer un message malveillant à l'ensemble des professionnels de la structure. C'est un exemple, mais aujourd'hui, si vous n'apportez pas de protection sur votre nom de domaine, potentiellement, quelqu'un de l'extérieur va pouvoir utiliser votre nom de domaine et envoyer des messages vers votre messagerie. On peut se dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une majorité des anti-spams qui vont bloquer ce genre d'attaque. Euh, En revanche, c'est toujours quelque chose qui se pratique. Les attaquants continuent parce que certains n'ont pas mis en place les mesures nécessaires sur leur nom de domaine. Et du coup, ça peut quand même toujours marcher. Donc soyez vigilants sur ce point-là. Donc, autre, euh, autre point intéressant, c'est qu'on va surtout pouvoir protéger les autres. Par exemple, éviter qu'un attaquant puisse usurper l'adresse. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce que vous l'avez déjà certainement vu à de nombreuses reprises et depuis plusieurs années, qu'un attaquant puisse usurper l'adresse du support informatique de l'établissement pour envoyer un message de phishing à tous les établissements de la région, par exemple. On a aussi des cas avec des piratages de boîtes mail, c'est un autre sujet. Là, on est vraiment sur l'usurpation et sur ce qu'un attaquant pourrait faire si vous ne protégez pas votre nom de domaine. Et ensuite, évitez que vos messages ne soient bloqués par les anti-spams. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si jamais vous n'avez pas configuré correctement vos noms de domaine, il y a beaucoup d'anti-spam qui vont refuser vos messages. On peut prendre l'exemple de Yahoo et de Google sur leur service de messagerie qui ont récemment mis en place une politique qui dit que si aujourd'hui vous n'avez pas configuré euh, un enregistrement de type démarque pour votre nom de domaine, ils n'accepteront plus les messages en provenance de votre nom de domaine. Donc voilà l'exemple, hein, une mauvaise configuration ou une absence de configuration et vos destinataires risquent de ne pas recevoir les messages envoyés. Euh, voilà, et puis potentiellement derrière, vous pouvez en plus de ça avoir votre nom de domaine qui va se retrouver intégré dans certaines listes noires et donc du coup ça va encore plus complexifier la réception des messages. Donc pour illustrer tout d'abord, je vous propose de voir ce qu'on peut observer quand on envoie un courriel pour lequel le nom de domaine n'a aucune configuration qui est faite. Alors j'ai pris cet exemple avec un nom de domaine et une messagerie que j'ai autorisée à recevoir des messages, même depuis une messagerie qui est très mal configurée, enfin, en tout cas un nom de domaine qui est très mal configuré. Donc là, j'envoie un message, je dis quel expéditeur je suis, voilà, et là, je peux voir qu'il n'y a
pas de signature des KIM, il n'y a pas d'enregistrement SPF et pas d'enregistrement des marques non plus. Donc là, j'ai un petit module dans Thunderbird qui me permet de visualiser ça. Là, si je regarde dans mes en-têtes, on voit qu'on n'a aucune définition de ces paramètres-là sur les différents enregistrements pour ce nom de domaine. Donc là, il y a quand même assez peu de chances que votre message il soit reçu aujourd'hui par les destinataires auxquels vous allez écrire s'ils ont un anti-spam qui fait bien son travail. Donc pour détailler un petit peu plus ces différents protocoles, tout d'abord le protocole SPF pour Sender Policy Framework, c'est en fait un mécanisme de vérification du serveur expéditeur d'un courriel. Hop, je vais rentrer Eddy qui nous rejoint. Euh, donc le fonctionnement, ça va être ça. Ça va être, je suis propriétaire d'un nom de domaine, je vais créer et maintenir à jour un enregistrement DNS dans lequel je vais spécifier les serveurs qui sont autorisés à émettre des courriels pour mon nom de domaine. Donc si on le schématise, euh, j'ai mon serveur expéditeur tout en bas, je vais envoyer un message au serveur destinataire. Le serveur destinataire, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une requête DNS vers son serveur DNS préféré et derrière, il va regarder si j'ai un enregistrement de type SPF qui correspond pour mon nom de domaine et vérifier que le serveur avec lequel je viens d'envoyer ce message est bien autorisé dans cette liste de serveurs autorisés. Donc si on regarde un peu plus en détail à quoi ressemble un enregistrement DNS pour le protocole SPF, tout d'abord c'est un enregistrement de type TXT, donc très basique. On n'a pas de préfixe et le contenu ressemble à ça. On a tout d'abord l'annonce du protocole et de sa version. Donc aujourd'hui, vous embêtez pas, on est en version 1 pour les différents protocoles qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, on va définir les serveurs qui sont autorisés à émettre des messages. Et puis, on va terminer en donnant la conduite à tenir en cas de réception d'un message qui est émis par un serveur qui n'est pas autorisé. Donc, voilà l'exemple pour mon nom de domaine. Je donne tout d'abord donc la version de SPF, je dis que c'est une version 1, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas de version 2 sur ce protocole-là. Je vais définir ici l'adresse IP de mon serveur expéditeur. On peut faire beaucoup plus de choses, on est bien d'accord. Je vous ai mis le lien en bas sur la syntaxe, donc vous l'aurez dans le support. Vous pourrez voir, il y a pas mal d'autres options. Vous pouvez définir que le serveur MX qui est défini sur votre nom de domaine peut être autorisé. Il y a plusieurs simplifications qui sont possibles. En tout cas, voilà, ici l'exemple, j'ai voulu faire quelque chose d'assez basique. Je vous donne uniquement un serveur de messagerie qui est autorisé et je dis que pour tout le reste, le message doit être rejeté. Donc on voit ça avec le petit "all" à la fin, qui veut dire que je refuse tout ce qui est envoyé par un autre serveur qui n'est pas défini précédemment. Alors il faut quand même être un petit peu prudent sur cette définition-là, à partir du moment où on met donc ce "all" pour dire c'est un fail sur la partie authentification du serveur. Euh, Ça, c'est important de le faire quand vous êtes sûr de vous. On le verra un peu plus loin dans la présentation sur la démarche, si c'est quelque chose que vous n'avez pas initié aujourd'hui ou pas finalisé. C'est peut-être bien de commencer d'abord avec un soft fail euh, et de voir un petit peu ce qui se passe et remonter des infos. Ça, on le verra tout à l'heure. Donc, soyez prudents. Quand on met un "all", ça veut dire qu'on est sûr de soi et qu'on a uniquement les serveurs qui ont été définis ici qui sont autorisés à envoyer des messages. Ce qui veut dire que tout le reste peut potentiellement passer en spam si vous avez d'autres serveurs qui envoient des messages et que vous n'avez pas autorisé ici. Donc je vous propose de regarder comment on peut contrôler ce type d'enregistrement. Donc je l'ai fait tout simplement avec Dig. On peut le faire avec un NSLOOKUP, ça fonctionne aussi. Donc là, on voit que j'ai mon enregistrement de type TXT pour mon nom de domaine et j'ai bien la définition pour l'enregistrement SPF.
Alors, un outil qui peut aussi vous simplifier la tâche, qui est un outil en ligne web, donc qui est MX Toolbox. Et là, bah, de la même façon, vous pouvez aller contrôler euh, l'enregistrement DNS pour le SPF. Voilà, on voit bien ici qu'on a notre machine qui est autorisée et que tout le reste est refusé. Deuxième protocole qui va nous intéresser, c'est le protocole DKIM pour Domain Keys Identified Mail. Donc c'est un mécanisme de vérification de l'authenticité d'un courriel qui est envoyé. Donc le fonctionnement, il est assez simple. Je suis propriétaire d'un nom de domaine. Je vais créer une paire de clés, clés asymétriques, clé publique, clé privée. Je vais configurer mon serveur de messagerie ou mon relais de messagerie, en tout cas le serveur qui va émettre les messages en sortie avec la clé privée pour pouvoir signer les courriels qui sont émis avec mon nom de domaine. Donc pour le schématiser, voilà comment ça va fonctionner. J'ai mon serveur expéditeur, j'ai ma clé privée, je vais signer mon message, je vais envoyer mon message au serveur destinataire. Le serveur destinataire, quand il reçoit ce message, il va trouver des informations qui vont lui permettre d'aller vérifier que c'est bien moi qui ai signé ce message. Donc tout simplement, on a ce qu'on appelle un sélecteur. Vous le verrez dans le contenu de l'enregistrement juste après. On a un sélecteur qui dit regarde ici sur l'enregistrement DNS et tu vas pouvoir aller vérifier avec la clé publique que j'ai insérée dans cet enregistrement DNS que la signature du message est bien correcte et que c'est bien moi qui ai signé ce message. Donc voilà à quoi ressemble l'enregistrement DNS pour du DKIM. Donc c'est toujours un enregistrement de type TXT. Là pour le coup, on va avoir ce qu'on appelle le sélecteur. Ça va vous permettre de définir par exemple une clé publique différente pour chaque serveur expéditeur. Vous pouvez avoir votre serveur de messagerie classique qui envoie des messages et avec lesquels vous faites une signature des KIM. Vous pouvez utiliser un service tiers, je ne sais pas, par exemple un outil de type newsletter qui va vous servir à faire de la communication. Et là, vous pourrez configurer une clé publique différente. L'avantage de ça, c'est que si demain ce tiers se fait compromettre, votre clé privée pour votre serveur de messagerie classique, elle ne sera pas compromise. Donc on aura bien séparé les deux usages. Et donc on va aussi avoir un préfixe qui est underscore domain key pour dire tout simplement que c'est bien un enregistrement de type DKIM. Donc voilà le contenu. Là aussi, on annonce le protocole et sa version. On va donner l'algorithme cryptographique et le type de clé qui est utilisé. Et ensuite, on va fournir la clé publique qui est associée donc à la clé privée que l'on a utilisée pour signer les messages. Donc si on prend l'exemple toujours pour mon nom de domaine, voilà à quoi il ressemble. Moi, mon sélecteur, j'ai décidé de l'appeler mail. J'aurais pu lui donner le nom que je veux. Donc c'est mail. Là, je vais donner le préfixe, donc domain key pour dire que c'est un enregistrement de type DKIM, point mon nom de domaine. Et donc la valeur de mon enregistrement, donc là encore, je dis que c'est du DKIM en version 1. Je dis que mon algorithme, c'est du SHA-256 et que mon type de clé, c'est une clé RSA. Et je continue avec l'enregistrement, la définition de ma clé publique. Donc là, vous retrouverez aussi sur le lien pas mal d'infos sur la structure, en tout cas plutôt la syntaxe de ce type d'enregistrement. Donc si on fait la même vérification que tout à l'heure, donc là je vais faire la vérification donc pour cet enregistrement et voir que mon enregistrement de type DKIM est bien conforme. Donc je donne mon sélecteur. Donc, cette information donc, du sélecteur, en fait, elle va être vue par le serveur destinataire qui reçoit le message et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir aller faire cette vérification. Donc voilà, là on voit le contenu complet de ma clé publique.
Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez vérifier avec l'outil MX Toolbox. En revanche, il faut bien avoir l'information du sélecteur parce que sinon MX Toolbox ne peut pas deviner le sélecteur que vous utilisez. Voilà, donc là, ça me permet de le visualiser. Je fais du DKIM V1. De toute façon, il n'y a pas de V2. On retrouve l'algorithme, le type de clé et puis le contenu de ma clé publique. Et donc, le troisième protocole qui nous intéresse, toujours sur cette sécurisation des noms de domaine, de messagerie, c'est le protocole DMARC pour Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance. Donc, mécanisme de traitement des messages qui est basé sur les résultats qu'on a reçus précédemment pour les interrogations de type SPF et DKIM. Donc, on va se baser sur ces résultats et on va définir une politique en disant ce qui doit être fait des messages si les tests de conformité sur SPF et DKIM sont OK ou non. Donc si on le schématise, ça nous donne ça. On a notre serveur expéditeur qui envoie le message. Je ne vous ai pas reschématisé la partie signature, mais on considère qu'elle y est. Le serveur destinataire reçoit le message. Il a déjà fait ses tests au préalable SPF et DKIM. Et maintenant, il va faire une interrogation vers son serveur DNS pour mon nom de domaine et essayer de voir s'il y a bien un enregistrement des marques pour savoir quoi faire du message, quelle politique appliquer. Tout ça, ça se passe très très vite, hein. La vérification SPF, DKIM et des marques, tout est fait dans une fraction de seconde. Donc le protocole des marques, si on regarde l'enregistrement DNS, donc on est toujours sur un enregistrement DNS de type TXT. Ici, on n'a pas de sélecteur, on a en revanche, comme pour DKIM, un préfixe qui est underscore DMARC. Et donc, si on regarde le contenu, là je vous ai mis le détail de tout ce qu'on pouvait retrouver dans un enregistrement DMARC. Pareil, vous aurez le lien pour regarder un petit peu la RFC sur le sujet. Donc le contenu du message, on va retrouver donc l'annonce du protocole et de sa version, DMARC V1 ici aussi puisqu'on n'a pas de V2 non plus sur ce protocole-là. On va donner la stratégie à adopter, comment traiter le message. Ensuite, on va pouvoir en option dire précisément ce qu'on doit faire en cas de non-conformité DKIM et SPF. Et toujours en option, alors ça c'est pas forcément l'idéal, moi je trouve. Donc c'est une option qui permet de définir le pourcentage de messages auxquels appliquer la politique en cas de non-conformité. Bon, ça je pense que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Par défaut, on est à 100%. Vous pouvez définir un pourcentage inférieur, mais je vous dis, moi je vois pas vraiment l'intérêt si on a fait le travail correctement, il n'y a y a pas de raison. Oui, chose importante, les adresses auxquelles on va envoyer les rapports des marques. Donc vous allez pouvoir dire donc dans votre politique des marques, pour tous les serveurs de messagerie auxquels quelqu'un va écrire en utilisant votre nom de domaine, que ce soit légitime ou non, vous allez pouvoir recevoir des rapports qui vont vous dire il y a tant de messages qui ont été bloqués, tant de messages qui ont été émis par telle adresse, ce qui va vous permettre aussi parfois de vérifier que alors, quelqu'un potentiellement usurpe votre nom de domaine, mais aussi que vous avez pu potentiellement oublier un serveur dans votre enregistrement SPF, comme on le disait tout à l'heure. Euh, Également en option, la politique à appliquer au sous-domaine, pourquoi pas aussi. Donc si je prends l'exemple pour mon nom de domaine, voilà à quoi ressemble l'enregistrement. Donc j'ai mon préfixe underscore des marques, point mon nom de domaine. Dans la valeur de cet enregistrement, donc je donne le protocole et sa version, des marques 1. Et là, dans ma politique, je dis que je demande à rejeter ces messages en cas de non-conformité. Alors j'ai défini le pourcentage à 100 ici dans cet enregistrement. Comme je vous disais, ce n'est pas forcément quelque chose de nécessaire puisque par défaut, normalement,
le traitement qui doit être fait, c'est 100% si on n'a pas défini un autre pourcentage. Et j'ai défini une adresse sur laquelle écrire pour m'envoyer les rapports de type forensique en cas de non-conformité. Vous pouvez définir deux adresses, des adresses pour les rapports de type forensique investigation et les rapports, ce qu'on appelle les rapports agrégés, où là vous avez quelque chose de plus global avec un pourcentage de messages qui ont été reçus ou non reçus en cas de conformité ou non. Et puis là, donc en option, ce que j'ai dit, c'est pour la partie DKIM et la partie SPF, je lui demande que la prise en compte des politiques DKIM et SPF soit stricte. Par défaut, elle est plutôt ouverte. Là, je lui dis non, je suis sûr de moi. Si tu n'as pas la signature DKIM et si tu n'as pas un message émis par un serveur qui est autorisé dans mon enregistrement SPF, tu me rejettes le message. Donc là, il faut quand même être prudent aussi. Ça veut dire que vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous avez défini cette politique et qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, aussi bien DKIM que SPF, ben, au final, le message sera rejeté par l'anti-spam du destinataire. Donc pour contrôler cet enregistrement, bah, c'est pareil, on peut le faire via l'outil DIG pour aller vérifier l'enregistrement SPF, pardon, l'enregistrement des marques. Voilà, donc je donne mon préfixe et mon nom, et là je trouve bien donc mon enregistrement avec ma politique des marques. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec l'outil MX Toolbox. Vous allez le retrouver, vous allez retrouver tous les détails de la politique. Ça sera peut-être un peu plus facile et un peu plus lisible si on le regarde ici. Voilà, donc je lui donne mon nom de domaine, je lui dis vérifie s'il y a une politique des marques, et là, il va pouvoir me donner les détails. Voilà, donc je lui dis que ma politique, c'est un reject, que je l'applique sur 100% des messages, et ensuite, en dessous, je lui donne l'adresse de messagerie sur laquelle m'envoyer les rapports de forensique, et je définis que pour les enregistrements DKIM et SPF, la politique doit être absolument conforme. Donc, comment initier cette démarche si c'est quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui initié ou pas finalisé? Vous n'êtes peut-être pas certain de la liste de vos serveurs expéditeurs légitimes. Donc, ce que je vous conseille et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être d'être prudent et commencer pendant 1 ou 2 mois avec un enregistrement de type soft fail plutôt qu'un fail. Ce qui veut dire que derrière, aucun message ne devrait être bloqué par les anti-spam de vos destinataires. Dans une configuration classique, les anti-spam, ils vont voir un soft fail, ils vont dire OK, ils vont taguer le message en disant là, normalement, le serveur expéditeur n'est pas autorisé, mais comme c'est un soft fail, je le laisse quand même passer. Et donc, du coup, dans la deuxième étape, ce que vous pourrez faire, c'est créer un enregistrement des marques de type non. Et ce qui veut dire que là, on a bien défini une politique des marques. On va, dans cette politique des marques, dans cet enregistrement des marques, pardon, définir une adresse sur laquelle on veut recevoir les rapports d'investigation. Et à partir de ce qui aura été tagué précédemment avec l'enregistrement SPF sur un soft fail, on va recevoir des rapports qui vont nous dire là, il y a un serveur non autorisé qui a envoyé des messages avec votre nom de domaine. Donc vous, ça va vous permettre pendant cette durée de, de test de voir si vous avez des serveurs que vous avez potentiellement oubliés. Donc pour vérifier la configuration mise en place, donc comme on l'a vu précédemment, vous avez la vérification de type
passive, c'est ce qu'on a vu, hein, basée sur les enregistrements DNS. Alors je vous l'ai montré avec Dig, je vous l'ai montré avec MX Toolbox également. Vous pouvez très bien le faire avec NSLookup qui est intégré par défaut sur Windows. Vous aurez exactement les mêmes résultats. Vous pourrez vérifier que ces enregistrements ont bien été déclarés. Donc là, on est sur une vérification plutôt passive. On regarde la configuration, mais par exemple, on ne pourra pas vérifier une chose importante, c'est que la signature DKIM qui est appliquée sur les messages est bien la bonne, forcément, puisque pour pouvoir contrôler ça, il va falloir envoyer un message. C'est ce qu'on verra juste après. Euh, Autre outil qui peut être intéressant pour ce diagnostic, c'est un outil qui est proposé par le service du FSSI du ministère de l'économie. Donc vous avez le lien ici et voilà à quoi ressemble cet outil. Donc c'est un outil de type web. Vous avez juste à saisir votre nom de domaine, vous cliquez sur analyser et derrière il va aller contrôler les différents enregistrements et vous donner un score. Donc, il va vérifier qu'il y a un serveur MX, regarder si Start TLS est activé, le SPF, si on a potentiellement un sélecteur de type DKIM quelque part et une politique des marques. Et à partir de ça, il va déjà pouvoir vous donner pas mal d'infos sur la configuration de votre nom de domaine. Et donc pour aller plus loin, ce qui va être intéressant, c'est de faire une vérification un peu plus poussée, comme je vous disais, en envoyant un courriel. Donc là, on va pouvoir vérifier l'ensemble et puis surtout vérifier que la signature DKIM a bien été appliquée. Donc, il y a un service gratuit historique qui s'appelait anciennement Port25, qui maintenant est une entreprise qui s'appelle Bird. Le service existe toujours et il vous permet d'obtenir un rapport de diagnostic immédiat à partir du moment où vous envoyez un mail à cette adresse. Donc vous avez juste à écrire un message à cette adresse et derrière, lui, il vous envoie un rapport pour vous dire si derrière l'enregistrement SPF est OK pour le serveur de messagerie avec lequel vous venez d'envoyer le message et par exemple si votre signature DKIM est correcte. Ça peut vous servir pour faire des tests. Moi, je l'utilise depuis longtemps. J'ai jamais reçu de publicité ou de cochonnerie suite à l'utilisation de ce service. Donc, si on regarde comment ça fonctionne, donc là, j'utilise la commande send mail de postfix. Donc, je fais un envoi de mail vraiment très basique. Je définis mon adresse expéditrice et là, mon adresse de destination, donc celle que je vous ai montrée, celle du service Port25. Je lui dis que mon sujet c'est test, que mon contenu de message c'est message de test et j'envoie le mail. Et donc là, j'obtiens tout de suite un rapport dans lequel je vais pouvoir retrouver les infos. Ici, mon SPF est bien OK puisque c'est bien le bon serveur expéditeur qui est déclaré dans mon enregistrement SPF et il a également vérifié ma signature DKIM. Voilà, je retrouve un peu plus d'infos sur mon serveur de messagerie qui vient de discuter avec celui du service Port25. J'ai le détail de l'enregistrement SPF au niveau DNS et je retrouve d'autres infos sur mon serveur. Donc, toujours pour illustrer, ce que je vous propose de voir, c'est maintenant un envoi d'un courriel donc, depuis un serveur légitime pour un domaine qui est parfaitement configuré. Donc là, je l'ai envoyé vers un service de test qui me renvoie un rapport de diagnostic. Et là, je vais vous montrer concrètement ce qui va être reçu et analysé par un serveur destinataire et potentiellement l'anti-spam qui est dessus. Donc là, pareil, j'utilise la commande sendmail, j'écris mon message, je lui donne même mon nom dans le champ from et voilà, j'envoie mon message de test. Et donc là, mon destinataire, lui, va recevoir le message. Là, je retrouve toutes les infos grâce à mon petit module de vérification des KIM, SPF et des marques. La signature est OK, l'enregistrement SPF est OK et la politique des marques est OK également. Voilà, on le voit ici. Et là, on va retrouver également ces infos toujours dans l'entête du message. Donc là, je vois mon serveur expéditeur.
Je vais retrouver juste en dessous la signature des KIM ici avec le sélecteur qui est dedans. Voilà, le S égale mail. Là, c'est la définition du sélecteur. Donc, pour que l'anti-spam en face puisse aller vérifier. Et je vois que ma politique des marques est OK. Et je vois aussi que ma politique SPF est OK puisque mon serveur expéditeur est bien désigné comme étant autorisé dans l'enregistrement SPF. Maintenant, voilà ce qui va se passer si j'envoie un courriel, toujours avec cette même configuration, donc configuration correcte pour les trois protocoles, mais là je vais envoyer un message depuis un serveur illégitime. Donc là je fais toujours la même chose, j'utilise toujours la commande sendMail sur un serveur postfix, j'envoie un message. En revanche, là mon serveur donc n'est pas autorisé au niveau SPF et n'a pas une clé privée DKIM pour signer le message. Donc là, je peux voir que j'ai un fail sur la politique SPF, que je n'ai pas de signature DKIM et que j'ai un fail sur la politique des marques. Donc là, je vais retrouver l'info. Le serveur expéditeur que l'on voit ici n'est pas autorisé à envoyer des messages pour ce nom de domaine. Et donc, du coup, sur ma politique des marques, je vois que je n'ai pas de DKIM, enfin pas de signature DKIM et que mon serveur n'est pas autorisé. En complément, quelle stratégie adopter pour les domaines non utilisés pour la messagerie? Alors vous avez peut-être aujourd'hui acheté des noms de domaine euh, en plus de votre nom de domaine de messagerie classique. Alors, j'ai pris quelques exemples ici. Vous avez peut-être un nom de domaine en chxxx.fr. Pour éviter justement des usurpations d'identité, vous avez peut-être acheté des noms de domaine avec .tld type 1.net, 1.com, 1.org. Vous avez aussi peut-être pour séparer les usages euh, acheter un nom de domaine type hôpitalxxx.fr pour justement utiliser un site vitrine qui aura un nom de domaine différent de celui que vous utilisez pour la messagerie. Ça, c'est des choses classiques que j'ai pu voir dans plusieurs établissements. Vous avez aussi potentiellement créé des sous-domaines pour un usage spécifique, euh, voilà, type usage.chxxx.fr, mais ce sous-domaine n'a pas vocation à être utilisé pour la messagerie. Alors mon conseil, c'est bloquez-les, dites dans un enregistrement DNS, enfin dans deux enregistrements DNS, déjà un premier enregistrement de type SPF, que vous n'autorisez pas en fait l'envoi de messages pour ce nom de domaine. Donc c'est tout simple, vous faites un enregistrement de type TXT, vous dites que c'est du SPF et vous faites un "all" pour dire ce nom de domaine ne doit pas être utilisé pour faire de la messagerie. Pourquoi? Bah derrière, comme on l'a vu, hein, un attaquant pourrait, s'il n'y a pas de configuration, émettre des messages en usurpant votre nom de domaine et les anti-spam, comme derrière ils n'ont pas forcément la possibilité de contrôler, certains pourraient laisser passer le message. Et donc pour finir d'enfoncer le clou, vous pouvez faire un deuxième enregistrement donc, de type démarque et vous dites que vous rejetez tout simplement les messages à partir du moment où il y a une non-conformité. Donc, si on regarde ce qui va se passer si on envoie un courriel pour un sous-domaine, alors là j'ai pris l'exemple d'un sous-domaine, hein, mais ça peut être la même chose pour un domaine tiers que vous auriez acquis. Euh, donc, nom de domaine ou sous-domaine non autorisé à émettre des messages. Donc là, je vais faire donc une vérification sur l'enregistrement SPF. Je vois qu'il n'est pas autorisé. Je vais pouvoir faire la même vérification pour l'enregistrement des marques. Voilà, j'ai bien ma politique des marques qui me dit de rejeter les messages en cas de non-conformité. Je vais pouvoir faire la même vérification sur l'outil MX Toolbox. Voilà, donc là j'ai bien dit que c'était un fail pour
tout serveur qui tentait d'émettre un message avec mon nom de domaine et j'ai ma politique des marques dans laquelle je dis de rejeter les messages en cas de non-conformité. Et donc là, je fais le test avec toujours un serveur postfix et la commande sendmail. J'envoie mon message. Voilà, message de test, le message est envoyé. Et donc là, si je regarde donc le contenu du message, pardon, plutôt l'entête et puis ce que me donne mon petit module d'analyse, l'enregistrement SPF, j'ai un fail, l'enregistrement des marques, j'ai un fail également, tout simplement parce qu'il n'y a aucun serveur qui est autorisé à envoyer des messages depuis mon sous-domaine. Voilà, je suis désolé, je sais que c'était un peu dense. Je vais couper l'enregistrement et puis on va pouvoir passer aux questions.